Bonjour, ceci n'est pas pour amplifier, ceci est pour enregistrer le son. On a décidé que les rencontres comme ça, on allait en faire des podcasts pour mettre sur internet. Voilà, pour que les gens puissent trouver ça et puis les écouter chez eux tranquillement. Je m'appelle Benoît, donc je travaille au Brass. Vous avez devant vous un petit dépliant qui s'appelle Écran Total. C'est une programmation qu'on fait ici sur toutes les questions liées aux écrans. Donc vous avez les rencontres des clics, qui sont une question à chaque fois différente avec un intervenant différent, pour essayer de trouver des pistes. Mais il y a aussi des spectacles, il y a aussi des stages, il y a aussi des ateliers. Il y a beaucoup de choses liées aux écrans pour essayer de questionner tout ça avec des différents âges pour tout public. Et aujourd'hui, donc, la question c'est: Internet est-il vert? En fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps avec ma petite maman qui a plus de 65 ans, je sais plus exactement, honte sur moi. Moi, je lui disais mais que j'arrivais à lire ses emails à elle depuis chez moi. Elle m'a répondu: mais comment tu fais pour lire mes mails depuis chez toi si mon ordinateur est chez moi? Je lui ai expliqué qu'en fait les mails étaient stockés non pas sur son ordinateur mais sur des réseaux. Et là, la question était de savoir où étaient les réseaux. Et du coup, je vous pose une question très très simple à vous. Est-ce que vous savez où se trouvent les serveurs, pardon, les serveurs de Facebook? Quelqu'un a une idée? Un peu partout dans le monde. Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a des serveurs à Luleå, c'est au nord de la Suède et c'est près du cercle polaire. Alors vous deux, j'imagine que vous savez pourquoi. Est-ce que vous autres, vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on met des serveurs à côté du cercle polaire? Vous savez pas? Exactement, parce que les serveurs ont une activité, les serveurs chauffent et il faut les refroidir. Il faut stocker ça pour pas que ça chauffe trop en fait. Il faut stocker ça soit dans un endroit où il fait froid, soit les réfrigérer d'une manière ou d'une autre. On en vient en tout cas au sujet qui nous intéresse ici, c'est est-ce que tout ça, donc cette distance des données, ce stockage et ce refroidissement, est-ce que c'est bien écologique? Donc on a invité Jonas de EcoConso, qui est normalement spécialisé dans la question, j'espère, et il va vous répondre. J'ai oublié de dire un truc très important pour ces rencontres, surtout participer, ok, parce que c'est pas du tout une conférence. On n'est pas là pour vous asséner un savoir et vous allez vous taire et seulement à la fin oser poser une question. C'est vraiment une discussion, surtout n'hésitez pas. Et en l'occurrence, avec les règles liées au Covid, je ne vais pas vous passer le micro, donc vous allez juste poser la question et moi je la répéterai pour qu'on puisse l'enregistrer. Ça marche pour vous? Jonas, à toi. Voilà, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Jonas, je travaille chez EcoConso. Alors, est-ce que je suis spécialisé en numérique? Je suis surtout spécialisé en énergie. Et on travaille beaucoup sur l'impact global de toutes nos actions au quotidien, que ce soit le numérique, la consommation d'énergie, l'alimentation, les produits d'entretien. Donc, le métier d'EcoConso, c'est vraiment de conseiller les citoyens en principal, mais aussi des collectivités, des entreprises. Et l'idée, c'est de voir finalement quels sont les impacts et évidemment aussi quelles sont les solutions pour finalement chaque choix de consommation qu'on peut faire. Effectivement, l'idée ce soir, c'est pas, ouais, ici je regarde, j'ai 63 slides, c'est pas de les passer l'un après l'autre. Donc j'ai commencé par vous demander si vous venez ce soir déjà avec des questions, des choses que vous voulez vraiment aborder. Et en fonction des questions, je peux soit commencer avec les slides que j'ai préparés, soit directement aller à quelque chose de précis. Je pense que pour chacun, ce sera plus intéressant si vraiment il y a les échanges. Maintenant, si vraiment vous avez aucune question, que vous avez juste envie d'écouter, c'est aussi possible. Et donc, est-ce que vous venez déjà ce soir avec des questions que vous voulez vraiment aborder, des réflexions que vous voudriez développer? Ça a directement un impact, c'est plus l'effet à grande échelle qui influence cette consommation énergétique. Attends, du coup, pour essayer de reformuler, est-ce que ta question est est-ce que le format de la vidéo, est-ce que toi personnellement, quand tu crées des vidéos et que tu les mets en ligne, est-ce que choisir un format moindre a un impact ou pas, ou est-ce que tout ça est englobé dans le monstre de données qu'il y a partout? C'est ça la question? C'est ça, c'est vraiment mon choix de choisir quelle activité. D'accord. Est-ce que nous on peut avoir un impact en fait
Alors qu'à côté, il y a Netflix, par exemple, qui lui, j'ai vu hier encore aux infos que ça représentait 60% des données ou un truc comme ça. Juste Netflix. Je suis plus sûr des chiffres, mais peut-être que toi tu sais. Oui, alors oui, les vidéos, c'est un des gros impacts. En fait, c'est un des gros volumes de données qui transitent par Internet. Et l'impact est dû à la fois parce que beaucoup de données, ça demande plus de stockage. Et au niveau des réseaux, beaucoup de données, ça demande à un moment plus d'antennes, des réseaux plus puissants. Et donc, de ce point de vue-là, l'impact est quelque part immédiat. Et j'ai quelques chiffres à vous montrer par rapport à effectivement combien ça représente dans les données, quel type de vidéo, et aussi comment faire pour, en tant qu'utilisateur, diminuer cet impact, mais aussi en tant que producteur de contenu, comment, en fait, il y a des astuces pour optimiser la qualité des vidéos. En gros, on peut mettre une vidéo qui fait 100 de poids, et en l'optimisant, elle peut faire 20 sans que l'utilisateur ne voit de différence. Parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est que celui qui crée la vidéo, il a envie que celui qui reçoit la vidéo, il a une bonne qualité, mais il n'a pas besoin d'avoir un truc 5 fois plus lourd, alors qu'il verra pas les différences. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'optimisation. Mais effectivement, dans tout ce qu'on peut faire, la consommation de vidéo, c'est un des grands leviers. Si je veux en retenir 5 conseils sur la soirée, la gestion de l'utilisation de vidéo serait un des conseils, certainement. D'autres questions en préambule? Vous pouvez vous lâcher, hein, c'est autorisé. Et sinon, ça peut venir en cours d'entretien. Ouais, il n'y a pas pas. de... voilà, alors je vais commencer par la base. Finalement, c'est quoi le numérique? On pourrait définir le numérique comme un système avec des appareils qui permettent d'aller sur Internet pour échanger de l'information. Alors, ça peut être échanger des emails, ça peut être échanger des images, ça peut être échanger des datas. Tout ça, on va dire, quelque part, c'est le même fonctionnement. Finalement, on a des appareils qui sont connectés à Internet, on l'utilise pour plein de choses, pour de plus en plus d'applications. Évidemment, avec le confinement, on a encore augmenté la consommation de numérique. Et ce qui va être intéressant, finalement, c'est de savoir quels sont où se situent les impacts, quelles sont les choses qui sont déjà faites, et puis quelles sont les choses qu'on peut faire à notre niveau individuel. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut faire à un niveau plus global, hein, que ce soit au niveau des entreprises ou même des pouvoirs publics. On peut, parce que souvent, on a parfois l'impression que si on met trop la responsabilité sur le citoyen, sur le consommateur individuel, quelque part, on perd en efficacité parce que d'abord, on a toutes des infos qui sont contradictoires. Chacun peut avoir des chiffres différents, des références différentes, et même dans les études, parfois elles se contredisent, donc c'est pas toujours évident vraiment de savoir c'est quoi le vrai chiffre derrière. Et on va pas spécialement, je vais pas spécialement vous dire ça c'est le vrai chiffre, les autres sont faux. Je vais plutôt vous donner des ordres de grandeur, parce que finalement, qu'on parle de 7 grammes de CO2 ou de 4,2, ça reste très abstrait. Par contre, c'est important de savoir si on parle de grammes de CO2 ou de kilos de CO2, ou si on parle de milliards ou de millions. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt l'importance d'avoir des ordres de grandeur que des chiffres à la virgule près. Et voilà. Donc, dans cet écosystème, on a des appareils qu'on va appeler terminaux. Ça, c'est ce que l'utilisateur va vraiment avoir comme interface. En général, enfin, à notre époque, ça devient rare de plus avoir de smartphone. Même s'il y a encore quelques résistants, j'ai envie de dire. Mais vivre sans smartphone, ça devient difficile. Beaucoup de personnes ont aussi un ordinateur, beaucoup ont une tablette. Tout ça, ça va être on va dire les moyens classiques pour aller sur Internet. Avec ces terminaux, on va aller chercher des informations qui sont effectivement stockées dans des data centers, qui sont en gros des gros entrepôts plein d'ordinateurs. Et la communication entre les deux va se faire avec des réseaux. Alors, ça peut être des réseaux filières, comme la DSL, comme la fibre. Et on a aussi, avec les smartphones, les tablettes, de plus en plus des communications sans fil. Et on connaît 1G, 2G, 3G, 4G. On parle beaucoup de la 5G. Tout ça, ce sont les réseaux et qui vont aussi avoir un impact sur cet écosystème numérique. Alors les impacts, ils sont liés à la fois à la fabrication de tous ces appareils, de tous ces câbles, toutes ces antennes,
mais aussi au niveau de l'utilisation. Alors, quand on parle d'impact sur l'environnement, je vous ai déjà parlé de CO2, donc il y a tout ce qui est gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'acidification, que ce soit quand on émet des substances acides dans l'atmosphère qui vont se combiner à la vapeur d'eau qui peut faire des acides, des émissions de particules, il y a l'utilisation de ressources, tout ça, ce sont quelques-uns des impacts environnementaux qu'on peut avoir. Et il y a des études qui se sont amusées à quantifier finalement ces impacts. Ici, il y a une étude qui est sortie l'année passée de Green IT France, qui fait depuis longtemps, qui donne des conseils depuis longtemps sur justement la consommation du numérique, tous les impacts du numérique. Et vous voyez ici, on a mis 4 impacts importants. Donc le premier, c'est la consommation d'énergie. Alors ici, on parle d'énergie primaire. Je peux vous expliquer un peu plus loin ce qu'on entend par énergie primaire. L'émission de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la consommation d'électricité pour le numérique. Et ils se sont amusés à découper ces impacts par trois grands, on va dire, composants. La partie utilisateur, donc ça c'est vraiment nous. Nous, quand on utilise Internet, qu'est-ce que ça représente comme impact sur le total? L'impact du réseau et l'impact des data centers, des centres informatiques. Et je ne sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour chaque impact, finalement, c'est l'utilisateur qui va avoir l'impact le plus important. Alors, les petits logos en bas ne correspondent pas exactement. On a énergie, gaz à effet de serre, eau, électricité et ressources. Et donc, par exemple, pour l'énergie primaire, la consommation va être à 60% du côté des consommateurs, les gaz à effet de serre 63%, l'eau 83%, l'électricité 44%, les ressources 75%. Donc ça veut dire, ça peut être une bonne nouvelle, ça veut dire que finalement, on a chacun en tant qu'utilisateur des leviers à activer pour pouvoir diminuer cet impact. L'impact du réseau, là on voit grosso modo que c'est entre 10 et 30% suivant l'indicateur qu'on prend. Et les centres informatiques, ça en général c'est ceux-là qu'on pointe le plus. Eh bien finalement, suivant l'impact qu'on prend, ça va de 7 à 24% si on prend une vue comme ça très large. Donc, si je vous avais posé la question, à votre avis, c'est quoi qui va polluer le plus dans le numérique? Pourquoi c'est aussi impactant? Peut-être que vous auriez répondu parce qu'il y a des data centers et que ça consomme beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui, en général, a été un peu, on va dire, communiqué. Donc, beaucoup de gens pensent que l'impact numérique, c'est souvent les data centers. Alors, pour situer un peu, finalement, est-ce que le numérique, ça pollue beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que ça a un gros impact? Eh bien, ici, on a pris un petit graphique qui va comparer au niveau des émissions de gaz à effet de serre, parce que un des gros enjeux qu'on a actuellement, c'est le climat. Et si on regarde par secteur, quelles sont les contributions de chaque secteur, eh bien, on peut dire que toutes les voitures particulières en 2025, ça va représenter de 7 à 8% de gaz à effet de serre. Donc, par les émissions de carburant qu'on brûle, ça émet du CO2. Et donc, toutes ces voitures, ça va émettre 7 à 8% des gaz à effet de serre globalement. L'aviation, pour le moment, vous voyez les petits avions, là on est à 2-3%, suivant ce qu'on prend comme repère. Et les lignes que vous voyez, la ligne mauve et les autres qui partent de 2019, ça ce sont les émissions du numérique. Et donc simplement pour vous dire qu'actuellement, donc si on prend 2020, on va dire que les émissions de CO2 du numérique, de gaz à effet de serre du numérique, c'est grosso modo les mêmes émissions que l'aviation. Donc c'est 2-3% au niveau mondial. Et là où on voit qu'il va y avoir un décrochage, c'est qu'en fait les émissions du numérique vont quelque part naturellement augmenter.
et elles vont augmenter dans les prochaines années. Alors, il y a différents scénarios, mais elles pourraient très bien, en 2025, rattraper les émissions des voitures avec 7-8% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Alors, on peut dire plein de choses sur cette figure. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà actuellement, la part effectivement des émissions du numérique n'est pas négligeable, puisque ça représente autant que l'aviation civile. Mais alors, là où il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion, c'est qu'on se dise, OK, donc si j'utilise Internet, je vais quelque part polluer autant que quand je prends l'avion. Ici, ce sont des émissions globales, c'est-à-dire vraiment pour toute la planète. Et évidemment, il y a beaucoup plus d'utilisateurs d'Internet que de gens qui prennent l'avion. Donc, si vous faites un vol en avion, alors imaginons vous allez faites un aller-retour jusqu'à New York, les émissions de CO2, ça va être 2,5 tonnes par personne. Ça, c'est la même chose que votre chauffage, ou c'est la même chose que si vous roulez, on va dire, 20 000 km en voiture par an. Donc ça, ce sont des quantités vraiment énormes. Si vous utilisez intensivement Internet, vous allez peut-être être à 300-400 kg de CO2 sur l'année. Donc, simplement pour vraiment comprendre les deux notions, une notion, c'est la globalité. Si on prend tous les utilisateurs d'Internet avec tous les appareils, ça fait autant que l'aviation. Si on prend au niveau individuel, évidemment, ma consommation, les émissions de mon utilisation du numérique vont jamais être aussi élevées que celles de l'avion. L'avion, ça va vraiment être beaucoup plus massif. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, la notion entre les deux, parce que du coup, parfois, forcément, on se dit, ah oui, du coup, si j'envoie un mail ou si je n'efface pas mes mails, je vais avoir un impact énorme. C'est pas aussi facile. Alors, d'où vient finalement tout cet impact pourquoi est-ce que c'est aussi fort situé du côté de l'utilisateur? Eh bien, c'est essentiellement parce que la fabrication des appareils va être très impactante. Donc, si on prend un téléphone ou si on prend une télévision, si on prend un ordinateur, ce sont des appareils qui, au niveau poids, c'est pas spécialement lourd, mais ça va demander énormément de matières premières. Alors ici, ce que la figure montre, c'est les émissions de CO2 d'une télévision sur sa durée de vie. Et on voit, alors ça, ce sont des chiffres en France, on voit que cette télévision de 30 à 40 pouces, bien, les émissions de CO2 vont être à peu près de 374 kg équivalent CO2. Équivalent CO2, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres gaz à effet de serre. On agrège tout ça dans une unité cohérente, équivalent CO2. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est que c'est la phase vraiment de fabrication qui va représenter la grosse partie de ces émissions de CO2. Là, on a presque 300 kilos, tout simplement parce qu'il y a toute l'extraction des matières premières. Quand on parle d'électronique, on va parler beaucoup de métaux. Donc, dans un smartphone, on va considérer qu'il y a facilement 50 métaux différents. Et ce sont des métaux qui, par exemple, si on prend les terres rares, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces métaux-là, ce sont des métaux qui sont très dilués. Ça veut dire que pour avoir 1 gramme de terre rare, il faut excaver des kilos de matériaux. Et en plus, il faut les purifier. Donc là, on va l'attaquer avec des substances, avec des composés chimiques pour séparer finalement ces différents composants. Ça, ce sont des composants, ce sont des mécanismes qui sont extrêmement polluants. Et donc, tout ce qui est production de matières premières va vraiment être très impactant à cause de ça. Ensuite, une fois que les matières premières sont disponibles, il y a une chaîne de fabrication, d'assemblage, de montage. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, cette chaîne-là, c'est relativement peu par rapport au reste. Qu'au niveau de la distribution, là, il y a un peu plus, il y a 23 kilos. Et la distribution, c'est-à-dire amener les produits au magasin et puis aller chercher les produits au magasin. Donc, si je prends ma voiture pour aller chercher mon smartphone, j'aurai finalement une contribution aux gaz à effet de serre de l'appareil. Et on voit que l'utilisation, c'est pas énorme. Alors ici, on a l'utilisation pour une télévision en France. En France, il y a beaucoup de nucléaire et donc le CO2 associé à l'électricité est assez faible. Si je prends le mix belge, on va être un peu plus haut. Là, pour la même télévision, je ne vais pas être à 40 kg, je vais plutôt être à 140 kg de CO2 pour l'utilisation de la télévision pendant, on va dire, 8 ans. Donc ça, c'est la durée moyenne de la télévision.
Et donc, on peut, pour chaque appareil, découper finalement, suivant la phase de fabrication, d'utilisation, quelles sont les phases impactantes. Et pour tout ce qui est électronique, c'est vraiment la fabrication qui va être le gros impact. Alors, ça veut dire aussi que déjà, pour diminuer l'impact du numérique, on va essayer de garder les appareils plus longtemps, simplement. Puisque finalement, ça coûte tellement cher au niveau énergie, au niveau impact, pour fabriquer ces appareils. La meilleure stratégie, ça va être d'abord évidemment de réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'un appareil? Là, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai peut-être une télé. Est-ce que j'ai besoin d'une tablette en plus? Alors évidemment, on peut toujours trouver des fonctions la tablette par rapport au smartphone, ça a tel avantage. Mais si on peut s'en passer, c'est tous ces impacts-là qui peuvent être évités. Et l'autre chose, c'est garder les appareils plus longtemps. Les smartphones, on sait que chaque année, et même plusieurs fois par an, il y a des nouveaux modèles. Si chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, je change mon appareil, à chaque fois, ça pousse à la fabrication, à la consommation. Et finalement, on est dans un mode de surconsommation parce qu'on va changer alors que l'appareil fonctionne et juste parce qu'il y a des nouveaux. Donc, heureusement, la majorité des utilisateurs ne vont pas se précipiter dès qu'il y a un nouvel appareil, mais il y a quand même quelques-uns. Et ça veut dire aussi qu'acheter d'occasion, acheter reconditionné, c'est une façon d'éviter justement ces gros impacts. Et donc ça va être une des voies, un des leviers très importants, c'est vraiment ce qu'on va acheter. J'ai une question pour vous. Quand l'ADEME donne 201 kg et 374 kg pour une télévision, ça représente quoi? C'est quoi en termes de gaz à effet de serre? Oui, mais sur une production de combien de télévisions? Ça, c'est par appareil. Hein. Un appareil. Un appareil. Voilà, alors une télévision, ça doit peser... 374 kg de CO2 qui voilà. s'envolent dans les airs. C'est ça, sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, ça veut dire de la fabrication à la distribution, à l'utilisation et jusqu'à la fin de vie. Voilà. Donc, vraiment tout le cycle de vie. Et une télévision, ça vit combien de temps? Justement, en moyenne, c'est 8 ans. Si justement ma télévision casse après 4 ans, ça veut dire qu'on doit fabriquer une deuxième et donc l'impact est x2. Alors là, je peux déjà anticiper sur quelque part la responsabilité aussi des fabricants. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler d'obsolescence programmée. Et alors c'est une notion qui est très controversée parce qu'évidemment les fabricants vont dire mais nous on fait pas d'obsolescence programmée parce que ça nuirait à notre image. Et pourtant on sait que par exemple pour les télévisions, il y a certaines télévisions qui vont lâcher après 5 ans et on sait pourquoi. Les réparateurs savent qu'il y a toujours cette pièce-là qui va lâcher, qui est une pièce un peu fragile. Et en fait, on regarde, c'est mal conçu parce que cette pièce qui est fragile est située à côté d'un radiateur qui chauffe. Et donc, en fait, elle n'est pas mise dans des bonnes conditions. Et on sait aussi que pour faire une télévision qui dure 2 fois plus longtemps, on peut mettre un autre... Alors, la pièce en question, c'est un condenseur. On peut mettre un condenseur beaucoup plus solide, qui fait que la télé va coûter peut-être 50 € plus cher. Mais parfois, le fabricant n'a pas spécialement intérêt à le faire. Et donc, on se retrouve dans des systèmes où on va fabriquer pas cher et en fait, on va surtout pousser le consommateur à remplacer les appareils plutôt que les réparer. La nécessité de valoriser le réemploi. Tout à fait. Oui, exactement. Ouais. Et ça aussi, c'est pas juste une question, c'est pas une responsabilité juste individuelle, parce qu'évidemment, si mon ordinateur est en panne, si ma TV est en panne, si le magasin me dit excusez-moi, mais enfin vous êtes plus sous garantie, donc vous débrouillez-vous, ou si vous êtes sous garantie, on vous le remplace directement. On n'a pas toujours les leviers, et donc au niveau des pouvoirs publics, pouvoir favoriser la réparation, c'est-à-dire aussi légalement, pouvoir avoir des durées de garantie plus longues, des choses comme ça, ce sont des possibilités. Alors, voilà. Exactement. Et ça, c'est... Oui, tout à fait. Parce que j'ai pas envie de dire dans 4 ans, en fait, elle fonctionne, mais je sais pas, il y a un message d'erreur comme ça. Ouais. C'est impossible de s'en servir.
Oui. pouvoir réparer. Oui. Alors, il y a ça. Il y a la réparabilité. Donc, simplement, par exemple, si imaginons ce projecteur, si la coque est collée et que je ne sais pas le démonter parce que sinon je casse la coque. Donc, ça va pas. Donc, il y a vraiment sur la manière dont c'est assemblé. Et alors, il y a aussi, pour l'imprimante précisément, eh bien, sur la cartouche, il y a une puce qui va compter le nombre d'impressions. Et à un moment, elle envoie le message à l'imprimante que la cartouche est vide. Et du coup, l'imprimante n'imprime plus. Et en France, il y a une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Eh bien, ils ont fait une enquête sur ces fameuses cartouches. Et ils ont vu que parfois, il restait encore 40% d'encre dans la cartouche, mais qu'à cause de la puce, eh bien, l'imprimante refusait d'imprimer. Et là, c'est vraiment un gaspillage énorme, surtout que les cartouches d'encre, l'encre en elle-même, c'est un produit de luxe. C'est un produit, si on regarde le prix au litre, c'est 2 000 € le litre. Donc, c'est complètement délirant. Et donc, parfois, c'est ce qu'on appelle pas une panne logicielle, mais vraiment un blocage logiciel. Et alors, il y a aussi, encore sur les imprimantes, il y a un espèce de petit tampon qui recueille les gouttes d'encre. Eh bien, à un moment, ce petit tampon aussi, il peut être plein et l'imprimante, du coup, s'arrête. Elle peut plus imprimer. Alors qu'il suffirait de le remplacer pour simplement repartir. Et donc, il y a des stratégies comme ça qui sont mises en place et qui sont, c'est complètement scandaleux parce qu'à la fois, il y a la question financière. Donc, si je dois racheter une imprimante alors que la mienne fonctionne, c'est n'importe quoi. Et toutes ces ressources qui sont... Est-ce qu'au niveau scientifique, est-ce qu'il y a des chercheurs qui s'attellent à développer des programmes de recherche européenne pour contrer cette obsolescence programmée? Alors, il y a plusieurs initiatives. Déjà, si on prend déjà le côté législatif, il y a des pays comme en France où il y a une loi contre l'obsolescence programmée, où c'est un délit et où du coup on peut porter plainte. Et donc là, en France, toujours cette association-là, hop, ils ont porté plainte contre un fabricant d'imprimantes et contre Apple. Et ils ont, après un certain temps, ils ont réussi à faire condamner Apple sur une question d'obsolescence. Sauf que la condamnation, c'est quelques milliers d'euros, donc pour un géant comme ça représente rien du tout. Et dans le jugement, il n'est pas marqué obsolescence, il est marqué que c'est un défaut d'information du consommateur. Et donc, le problème en question, c'est que donc Apple avait ralenti des téléphones lors d'une mise à jour et que du coup, les utilisateurs pouvaient plus utiliser de la même façon. Il y avait un problème de batterie aussi qui était plus vite, qui devait être remplacé plus vite. Et donc, ce qui a été reproché à Apple, c'est de ne pas avoir clairement dit si vous faites cette mise à jour, il y aura telle conséquence et donc vous êtes libre de le faire, mais attention aux conséquences. Voilà. Et donc, même dans des endroits où il y a cette loi contre l'obsolescence, c'est difficile de prouver qu'il y a vraiment un délit, qu'il y a vraiment une intention, parce que c'est ça vraiment la question. Est-ce qu'il y a une intention de raccourcir la durée de vie du produit par des stratagèmes comme des logiciels, comme des pièces qui cassent avant? Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que d'un côté, c'est difficile à prouver, et d'un autre côté, il y a des réparateurs qui voient débarquer des séries d'appareils avec toujours le même problème. Voilà, la liaison entre les deux est difficile à faire. Et sinon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chercheurs, mais il y a pas mal d'associations ou même des organisations de consommateurs comme Testachat qui justement essayent déjà de rassembler les témoignages pour qu'on arrête de dire oui, mais madame, si votre lave-linge est en panne, c'est peut-être que vous l'avez mal utilisé. Peut-être que c'est une panne qui arrive une fois sur 1 million et vous n'avez pas eu de chance. À partir du moment où on rassemble les témoignages, on peut se dire, oui, si ça arrive à 500 consommateurs, peut-être que... Voilà, en tout cas théoriquement. Et des organisations comme ça rassemblent un peu des témoignages. C'est un peu ça qui est terrible, c'est que même si on a la volonté d'utiliser le plus possible, de toute façon, on est bloqué à un instant. À un moment donné, oui. L'appareil ne peut plus vivre, ne fonctionne plus, mais on ne peut pas le réparer. Et en fait, cette durée de vie, j'ai l'impression que plus ça va, plus ça diminue, quoi. Parce que mon premier smartphone, par exemple, j'ai gardé, 5 ans, 6 ans. Puis après, il est mort. Et c'était, à chaque fois, j'achète des smartphones reconditionnés. Et puis le deuxième, il a duré
3 ans. Enfin, j'ai l'impression que au suivant, ce sera toujours plus court. Oui, oui. Je vais Et faire là, aller chez Apple en leur disant ça. Oui, mais vous comprenez, c'est un appareil tellement complexe et puis on l'utilise tellement qu'on ne peut pas le faire durer longtemps, quoi. Enfin, oui, oui. ça, je sais. Et donc oui, la responsabilité du coup, elle est de qui? Est-ce que c'est le facteur économique? Est-ce que c'est le facteur productif? Est-ce que c'est le facteur environnemental qui doit peser pour contrer ces problèmes? Alors, j'ai envie de dire, la responsabilité sur la durée des produits, elle peut être partagée. Donc, clairement, les fabricants ont une responsabilité, mais les consommateurs aussi, parce qu'évidemment, si dès qu'il y a des nouveaux produits, on se précipite dessus, là, on fait vraiment un appel à nouveaux produits. Et donc, mais ça, c'est valable pour tous les domaines. Le producteur va toujours dire, mais le consommateur veut ça. Et effectivement, s'il sort tel produit, ça a un tel succès et ça marche commercialement, donc ça montre bien que le consommateur a envie. Oui, c'est leur D'un autre côté, oui, effectivement, il y a des consommateurs qui sont sensibles vraiment à la nouveauté. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles à la qualité. Donc, ce qui est important, c'est que chacun puisse avoir des produits qui répondent justement à ces attentes-là. Donc, si je suis prêt à mettre un peu plus pour un produit qui dure plus longtemps, c'est important que je puisse trouver un produit qui dure un peu plus longtemps et pas que finalement, c'est juste la loi du marché, que j'achète un produit parce qu'il y a une marque dessus, mais je suis pas sûr qu'effectivement, il va être plus solide. Et là-dessus, il y a aussi, alors toujours en France, parce qu'en France, là-dessus, ils sont assez, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup en avance. Il y a une loi aussi sur l'affichage environnemental, sur la durée de vie des appareils, sur la réparabilité. Et donc, alors c'est en train d'arriver, la loi a été votée, je pense que c'était l'année passée, mais il y a toujours un petit délai pour que ce soit effectif. Et donc, dans pas très longtemps, quand les Français vont acheter un produit, ils pourront dire la durée moyenne de ce produit, c'est autant. Est-ce qu'il est réparable, oui ou non? Donc, un indice de réparabilité. Donc, ça permet au moins d'acheter en connaissance de cause, en se disant, OK, celui-là, je vais peut-être le payer un peu plus, mais il est censé être réparable et durer un peu plus longtemps. Ce qui manque actuellement, parce qu'il y a actuellement, ce qu'on a, c'est le prix, parfois la consommation d'énergie pour certains appareils, mais on n'a aucune idée sur lequel est le plus fiable, le plus solide. Ou alors, il faut se tourner vers des magazines de tests comme Testachat ou autres qui vont peut-être les comparer, mais ça donne non plus pas de garantie. Voilà, donc ça c'est vraiment une difficulté. Alors sinon, au niveau de la réparation, c'est pas toujours facile, mais il y a quand même des solutions. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des repair cafés. Ça c'est pas tellement pour l'électro, parce que l'électro c'est assez pointu, et si vous allez avec votre smartphone ou un repair café, en général on va vous dire que ça va être difficile, parce que parfois il faut des pièces, il faut des outils spécifiques. Mais par contre, pour tout ce qui est petit électro, là, parfois, il suffit de faire une petite soudure ou de changer, de remettre un câble correctement pour que ce soit réparé. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe assez bien. Et sur Internet, il y a aussi beaucoup de tutos. Mais là, c'est plus pour les bricoleurs. Hein. Se dire, mon sèche-linge est en panne et je vais aller voir sur Internet ce que je peux faire. Je vais le démonter moi-même. Je vais commander la pièce et réparer moi-même. C'est possible, mais voilà, tout le monde n'a pas cette fibre réparatrice. Moi, j'ai un collègue, quand on a un problème avec les portables, hop, il le démonte, il étale tout sur la table et il suit pièce par pièce. Voilà, il y a des gens qui aiment bien le faire, mais je pense que c'est pas à portée de tout le monde de réparer soi-même. Mais néanmoins, ça existe. Donc ça, c'est intéressant de savoir que même si le SAV d'une marque refuse de la réparation ou qu'on n'arrive pas à trouver, parfois il y a quand même des ressources aussi sur Internet, des tutos, des vidéos. Pardon, service après-vente. Voilà, donc là c'était l'exemple pour la télévision, et on peut avoir le même type de raisonnement pour les autres appareils. Donc ici, ce que j'ai mis sur le petit graphique, c'est des appareils qu'on utilise régulièrement, hein, enfin qui sont assez répandus. Donc au-dessus, c'est le smartphone,
puis les tablettes, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, une télévision. Et la partie en bleu, vous voyez, c'est la partie qui est en général l'impact principal. Ça, c'est l'extraction des matières premières. Donc, c'est le fameux, le premier là qu'on avait pour la télévision. C'est représenté en bleu sur le graphique. Et les autres aspects, c'est la distribution, l'assemblage et tout ça. Tout ça pour dire que dans tout ce qui est électronique, c'est vraiment la fabrication qui est le plus impactant. Alors, je vous ai dit, hein, dans un smartphone, on trouve jusqu'à 50 métaux. Alors, les métaux, en général, c'est quelques pourcents. Donc, c'est pas des grosses quantités. Mais néanmoins, il faut aller les chercher là où ils sont. Et donc, ils viennent d'un peu partout dans le monde. Alors, il y en a peut-être certains que vous connaissez, comme le cobalt, qui vient de RDC, ou comme le lithium, qui vient plutôt d'Amérique latine. Et donc, en fait, comme on est dans un système globalisé, on va chercher les métaux là où ils sont, là où c'est moins cher, là où c'est le plus facile pour les extraire. Et donc, en gros, ce sont tous ces petits métaux qu'on voit pas. Eh bien, derrière, il y a quelque part une mine où on va aller excaver des terres, on va les purifier, ces composants, on va utiliser de la chimie, on va polluer l'eau. Et une bonne partie de ces mines pour les terres rares, ce sera en Chine, qui est vraiment leader dans la production de terres rares, avec à la fois on voit que l'impact sur le paysage peut être énorme, hein, on va toucher à des grandes surfaces, mais c'est aussi des pollutions de l'air, des pollutions de l'eau, des effets sur la santé. On associe aussi, alors ça va plutôt être des impacts sociaux, mais on associe aussi le travail des enfants dans certaines zones, comme en RDC par rapport au cobalt. Il y a un rapport, mais ça c'était en 2014 de l'UNICEF. Pour donner une idée, c'était 40 000 enfants qui travailleraient dans les mines en RDC. Et donc ça, évidemment, c'est pas des choses qu'on sait d'emblée quand on achète un produit. Et donc ça, c'est un peu les aspects cachés. Et il y a aussi toute la question de, finalement, toute cette industrie de l'extraction, dans certains endroits, ça va financer des conflits armés. Donc, c'est de l'argent qui va aller vers des milices qui vont avoir un autre impact. Et alors, on parle aussi de recyclage, parce que parfois c'est un peu le mot magique, hein. C'est pas grave, c'est recyclé, donc on peut en acheter à nouveau, l'ancien est recyclé. Pour les déchets électroniques, une forme de recyclage, c'est ça. C'est des déchets qui se retrouvent en Afrique à un moment. Et pour séparer les composants, on va simplement carboniser les appareils. Le plastique va fondre et il restera une masse avec certains métaux qui vont être intéressants de récupérer. Et donc, c'est un peu pour illustrer des impacts qu'on ne va pas voir, évidemment. Hein, quand on achète un appareil, on n'a pas spécialement en image ces réalités-là. Pour être quand même de bon compte, ici je donne l'exemple du smartphone, c'est quand même intéressant de se rappeler qu'un smartphone, c'est un appareil qui va remplacer plein d'autres appareils. Et si c'est vrai que le smartphone lui-même a un certain impact, eh bien, on peut s'amuser à calculer finalement l'impact de tous les autres appareils qui remplacent. Et on voit que avec ce raisonnement-là, finalement, le smartphone permet une certaine économie. Donc, alors évidemment, ça dépend comment on interprète, hein. C'est sûr que tous ces appareils-là, tout le monde ne les a pas spécialement, ne les avait pas spécialement. Mais c'est vrai qu'un smartphone, il y a tellement de fonctions, et il y a tellement de fonctionnalités, ça permet tellement de choses que si on devait s'amuser vraiment à
voilà, ne fût-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire là, un appareil photo, une caméra, une radio, voire une télévision, hein, si on doit avoir tous ces appareils-là pour avoir les fonctions du smartphone, on voit que l'impact est beaucoup plus important. Ici, dans les comparaisons qu'on a mises, on a mis la puissance en veille, l'énergie incluse en fait l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer l'appareil et le poids de l'appareil. Eh bien, on voit que ici, par exemple, un smartphone, on est à 75 kWh d'énergie pour sa fabrication, alors que pour tous les autres appareils, on est plutôt à 1700. Donc, on voit que si on prend ce raisonnement-là, le smartphone permet quand même de grosses économies. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la question, c'est pas non plus de diaboliser des appareils. On peut avoir des avantages au numérique. Il y a des avantages indéniables. C'est plus aussi pour finalement voir ce qu'on peut faire pour diminuer ces impacts. Et donc, ça va être beaucoup dans l'allongement de la durée de vie. Je vous ai dit que le numérique, on prévoit que l'impact va augmenter, puisqu'on va avoir de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de données, de plus en plus d'appareils. Et le petit graphique que vous voyez là, ce qui va montrer, c'est l'évolution. Alors, c'est entre 2013 et 2025. On voit que ça augmente. Et les différentes couleurs, c'est parce qu'il y a différents scénarios. Évidemment, quand on projette l'avenir, il y a plusieurs façons, plusieurs possibilités. Donc, on peut se dire, soit on va être raisonnable et on va pas trop augmenter, soit on va avoir une consommation débridée et on va très fort augmenter. En tout cas, dans le scénario, on va dire le plus qui semble le plus réaliste, qui est le scénario en vert, on voit simplement qu'on va multiplier la consommation d'énergie globale du numérique par 3 entre 2013 et 2025. Et donc, c'est là que je vous disais qu'il y avait un impact plus important qui était attendu du numérique. Si on s'amusait à comparer la consommation du numérique par rapport à la consommation de différents pays, à votre avis, où se situerait le numérique? Sachant que les plus gros consommateurs, c'est la Chine, et puis les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Russie. À votre avis, est-ce que le numérique rentrerait dans le top 10? Et à quel niveau? Si c'était un pays, la consommation En fait, ici, on voit la consommation, par exemple, de la Chine, c'est 5500 TWh par an. États-Unis, on est à 3700. Donc, on pourrait situer le numérique quelque part là-dedans. Alors, 6e, ça, c'est il y a quelques années. Et en fait, en 2007, il se trouvait en 3e, avec à peu près 3000 TWh. Peut-être que si on regarde les chiffres aujourd'hui, peut-être qu'il est déjà en 2e position. En tout cas, ici dans le rapport que j'utilise pour ces slides, en partie, on est à 3000 TWh et donc on est encore derrière les États-Unis. Mais logiquement, ça va augmenter. Bon, la consommation des États-Unis aussi, hein, mais il y a un moment où on s'attend à ce que le secteur informatique soit 2e. Et je vous dis ça aussi parce que un des gros impacts du numérique, c'est la consommation d'électricité. Et la consommation d'électricité, vous savez comment on produit l'électricité dans le monde? Il y a beaucoup de charbon. Ouais. Pardon? Il y a le renouvelable, ouais. Du gaz, le gasoil un petit peu, ouais. L'hydraulique, le nucléaire, ouais. Et si on regarde le mix, le mix mondial, toujours en 2017, on se rend compte que la première source d'énergie pour produire l'électricité dans le monde, c'est le charbon. On a un peu de pétrole, gasoil, dérivé du pétrole, pas mal de gaz, et ces trois-là ensemble, on peut dire que ça représente à peu près 2/3 des sources d'énergie pour produire de l'électricité.
et ce sont toutes des énergies fossiles. Énergie fossile, donc CO2, plus autres polluants. Et donc, un des gros impacts du numérique est dû à ça, vraiment au mix électrique. Les appareils sont beaucoup fabriqués en Chine, où on a beaucoup de charbon. Et donc, ça explique aussi pourquoi les émissions associées à la fabrication des appareils est élevée. Le rapport que je vous citais, c'est celui-là. Ça s'appelle Lean ICT pour une sobriété numérique. Il date de 2018. Et dans ce rapport, on trouve pas mal de chiffres intéressants. Ici, j'en ai mis quelques-uns, mais si jamais ça vous intéresse, je trouve que c'est une source assez fiable. Alors, c'est un peu petit pour que vous puissiez lire de là, mais je vais juste vous donner quelques ordres de grandeur. On donne en fait la consommation pour quelques appareils, consommation moyenne, et les émissions de CO2 qui sont associées. Donc, par exemple, pour un laptop comme ceci, on est à peu près à 56 kWh par an. Suivant l'endroit où on l'utilise, eh bien, ça va représenter 15 kg de CO2, ça c'est la moyenne européenne. Aux États-Unis, ça va représenter plutôt 30 kg. En Chine, 38. En France, seulement 2 kg, parce qu'en France, il y a beaucoup de nucléaire, beaucoup d'hydraulique, et donc le mix français est l'un des plus faiblement émetteurs en CO2. Si on prend un smartphone, là, la consommation d'électricité, 6 kWh. C'est vraiment pas grand-chose. Si on devait calculer combien ça coûte de recharger son téléphone tous les jours, c'est moins de 1 € par an. Donc ça, c'est vraiment une toute petite consommation. Mais évidemment, le problème, c'est qu'il y a des milliards de smartphones. Et on peut chaque fois avoir les émissions de CO2. Un data center, là, on a une consommation de 6 millions de kilowattheures. Pour donner de nouveau des ordres de grandeur. Hein. Le laptop, on était à 56 kWh. Pour le data center, on est à 6 millions. Et évidemment, les émissions de CO2 sont à l'avenant. S'il est situé en Europe, on est à 2 millions de kilos de CO2 par an, ou 2000 tonnes par an. Si on est en Chine, on va être au double. Si on est en France, on va être à 10 fois moins. Et donc, c'est vraiment cette notion de l'impact de la consommation des appareils va être très différent suivant l'endroit où on se trouve. Alors, ici, on est en Belgique. On a aussi beaucoup de nucléaire. On a une partie de renouvelable. On a un mix qui est un peu en dessous de celui du mix européen. Par contre, quand on envoie un mail, quand on stocke des vidéos, on ne sait pas toujours où c'est stocké. On ne peut pas choisir, on ne peut pas dire j'ai stocké mes vidéos dans le data center qui est là dans le cercle polaire, ou mes vidéos vont être stockées dans un état américain qui est très charbonné. Ça, on n'a pas du tout, ça on ne sait pas choisir. Et donc c'est difficile de savoir finalement quel est l'impact de chaque méga stocké. Voilà, et donc si on compare la consommation d'un data center à la consommation moyenne d'un ménage, c'est à peu près 1700 familles l'équivalent de la consommation d'un data center. Alors les data centers, il y en a aussi de toutes les tailles, donc ça c'est juste pour donner une idée, pour dire simplement que ce sont des millions de kilowattheures. Vous avez déjà vu un data center ? Voilà. Oui, moi non plus, j'ai jamais vu en vrai. Mais en Belgique, par exemple, il y en a à Glun, près de Mons. Google a des data centers là, mais il y en a vraiment un peu partout. Pas en Belgique, dans le monde. Donc à Mons, là, il y a Google qui en a plusieurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres gros data centers en Belgique, mais bon, il y en a en France, il y en a un peu partout. Pardon ? Tout à fait. Alors, c'est sûr que là, quand on parle de data center comme ça c'est les gros, hein, Facebook, Google, Microsoft, tous les GAFAM, ils ont des très gros data centers. On peut avoir des data centers pour une entreprise qui vont pas être aussi gros. Après, c'est toujours c'est juste une question de volume en fait. Hein. C'est comme quand on achète un disque dur ou une carte mémoire ou n'importe quoi. À un moment, quand c'est plein, on doit en acheter une deuxième. Data center, c'est pareil. On a une capacité en gigas, et puis quand les gigas sont pleins, on en met d'autres.
avec en plus des exigences propres au data center. La première, c'est la redondance. Il faut que les données soient stockées plusieurs fois. Parce que si jamais, en fait, si vous voyez, il faut imaginer tout ce qu'on voit là, en fait, ce sont ce qu'on appelle des boîtes à pizza. Donc, ce sont des modules comme ça avec des disques durs. Il arrive qu'il y en a un qui lâche, qui soit en panne. Eh bien, il faut que si il est en panne, les données qui soient dessus soient pas perdues. Parce que les données, ça a une très grosse valeur. Donc, si le data center de Google à un moment est en panne ou si il y a des données qui sont perdues, ça va poser beaucoup de problèmes. Du coup, les données sont toujours stockées plusieurs fois. Et pas au même endroit, il y en a qui vont être stockées là, mais aussi tout à fait à un autre endroit. Comme ça, si jamais il y a un incendie ici, on va pas être... Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que pour l'alimentation en électricité, il y a certains data centers qui sont alimentés en énergie renouvelable, mais de nouveau, il peut pas y avoir de panne. Donc, il y a des générateurs au diesel qui sont prêts à démarrer au quart de tour si jamais il y a un problème électrique. Donc, ça, c'est un peu les exigences des data centers. Et on l'a dit tantôt, vous avez peut-être déjà senti, un ordinateur, ça chauffe. Et donc là, comme il y a beaucoup d'ordinateurs, ça chauffe beaucoup. Et classiquement, c'est climatisé. Et donc, climatisé, c'est comme un frigo, et c'est un très gros frigo, donc ça va consommer énormément. Et c'est un peu les trois raisons qui font qu'un data center a une consommation assez démesurée. C'est donc la redondance, le fait d'avoir des backups d'électricité et ce refroidissement qui va consommer beaucoup. Ici, on a, alors c'est un chiffre de 2018, la consommation globale des data centers, c'était déjà 1% de la consommation mondiale, juste pour les data centers. Donc c'est quand même considérable. Ouais. Ouais. Il y a Greenpeace qui avait sorti un rapport en 2012 et je pense que c'est un des premiers justement à avoir attiré l'attention sur le fait que le cloud, oui, c'est très joli, c'est très poétique, mais que derrière, c'est des infrastructures physiques qui consomment de l'électricité. Alors, ils avaient vraiment fait ce petit schéma en disant, voilà, on a les appareils qu'on utilise, on va sur le cloud, mais en fait, tout ça, c'est relié à des centrales électriques. Et ils avaient pointé que, donc en 2012, ils ont fait toute une série d'analyses sur plein de grosses entreprises et ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient du charbon. Pour une question de coût, c'était une énergie bon marché, à certains endroits facilement accessible. Et donc, Greenpeace a fort pointé ce côté-là. Et ils ont refait un rapport en 2017. Et on a vu qu'il y avait déjà une très grosse amélioration. Il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient passées au renouvelable, qui avaient aussi gagné en efficacité, donc des data centers qui vont consommer moins par unité. Et donc, maintenant, on a tendance à dire que du côté des data centers, l'efficacité est beaucoup plus élevée, et donc on va consommer moins par unité stockée. Ici, par exemple, c'était un article de l'année passée. On voyait que les indicateurs pour les data centers allaient chaque fois en s'améliorant. Alors, il y a juste un problème avec ça. C'est comme, en fait, on pourrait faire le parallèle avec les voitures. On va toujours vous dire que les nouvelles voitures consomment moins, qu'elles polluent moins, qu'elles consomment moins. Et pourtant, les émissions du secteur du transport vont toujours en augmentant. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus de voitures. On fait peut-être plus de kilomètres et on peut aussi avoir des voitures plus lourdes. Et donc, il y a tous des facteurs qui vont finalement contrecarrer l'efficacité des moteurs et des progrès. Et pour les data centers, c'est un peu le même raisonnement. Si on calcule finalement l'énergie nécessaire pour, imaginons, stocker 100 gigas, elle va sans doute être plus faible. Peut-être qu'on aura besoin de moins d'énergie aussi pour la climatisation parce qu'on aura installé des data centers à des endroits plus froids, ou peut-être qu'on aura des systèmes pour récupérer la chaleur des data centers. Mais comme il y a de plus en plus de data centers, comme il y a de plus en plus d'utilisation, globalement, ça continue quand même à augmenter.
Mais on va vous dire que, en tout cas, du côté des acteurs des data centers, ils ont déjà fait d'énormes progrès, et c'est vrai. Maintenant, il y a toujours cet effet rebond qui fait qu'on continue quand même à augmenter les volumes. Alors ici, ça c'était pour les data centers. Il reste, parce qu'on a parlé des appareils des data centers, il reste la consommation des réseaux. Et en fait, ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte non plus, mais la consommation des réseaux est très différente suivant qu'on s'intéresse, suivant qu'on utilise la fibre optique ou la 4G. Et donc, vous voyez ici, alors c'est quoi l'unité? Ici, on a une utilisation de presque 7 gigas sur un mois, par mois sur une année. Eh bien, si on utilise la fibre optique, ça va consommer 5 kWh. Donc, c'est l'équivalent de votre smartphone. Donc, c'est très, très raisonnable. Si j'utilise la 4G plutôt que la fibre optique, eh bien, on voit que la consommation d'énergie, elle fait x10. Donc, la 4G va consommer 10 fois plus que la fibre optique. La DSL, c'est un peu entre les deux. Là, on est à 16 kWh. Et donc, il faut imaginer ça pour, évidemment, des millions d'utilisateurs. Et on peut évidemment en déduire le conseil pratique, c'est d'utiliser préférentiellement le filière. Donc, si on a la fibre optique, la DSL, ou même le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, finalement, les données arrivent par câble et voyagent en Wi-Fi à l'intérieur, mais ça n'utilise pas les réseaux comme la 4G ou la 3G. Bon, je suppose que vous avez déjà entendu parler de la 5G. Alors la 5G, c'est controversé pour plein de choses et ça suscite plein d'interrogations. Pour rester dans le raisonnement ici, là il y a un ingénieur en France qui estime que l'équipement 5G va consommer finalement 3 fois plus que l'équipement 4G. Alors on pourrait discuter des raisons, mais c'est simplement pour dire que en gros, en tant que consommateur, à un moment, on a le choix. On a le choix en partie d'utiliser soit des données filières, soit des données mobiles, et que ça, évidemment, l'impact n'est pas négligeable. Des questions à ce stade? Qu'est-ce qu'apporterait la 5G? Enfin, si elle apportait quelque chose de positif, qu'est-ce que ce serait? Enfin, pourquoi est-ce que c'est quelque chose que la société a envie de développer? Alors, en très résumé... Non, c'est ça. Ah ouais. Pourquoi les gens qui ont envie de développer ça? Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que ça a un intérêt réel? Ouais. Alors, il y a deux réponses. La réponse principale qu'on pourrait retenir, c'est que pour les entreprises, ça pourrait faciliter certaines choses. Alors, notamment pour tout ce qui est robotisation, le fait de ne pas avoir de câbles, d'avoir des appareils qui sont reliés en 4G, ça permet d'avoir des choses beaucoup plus souples à mettre en place. En fait, la 5G, ce que ça va apporter concrètement, c'est des débits très importants, beaucoup plus de données comme ça, un temps de latence très court, donc pour tout ce qui est robotisation, c'est très important. Et en gros, c'est surtout intéressant pour les entreprises. Alors, par rapport au grand public, on va vendre ça en disant, bah, justement, quand vous allez regarder vos vidéos dans le tram, bah, ça va aller à un débit 10 fois plus rapide. Et donc, c'est un peu le marketing qu'on va donner. Mais là où c'est complètement... là où c'est interpellant, d'abord, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des débits aussi importants? D'autre part, on va surtout... ça va provoquer un remplacement des appareils. Parce que les appareils actuels, on ne peut pas utiliser la 5G. Donc, on va devoir changer d'appareil pour pouvoir utiliser la 5G. Et on va aussi de facto utiliser beaucoup plus de données. Tantôt, vous avez commencé en demandant le poids des vidéos. Eh bien, avec la 5G, comme
le débit est beaucoup plus rapide, bah finalement, tant pis, hein, je vais pas m'amuser à choisir une plus basse définition, et je vais pas m'amuser non plus à réfléchir si vraiment j'ai envie de voir cette émission-là. De toute manière, je peux tout télécharger, et puis si j'aime pas, j'efface. Et donc, c'est un peu une course à la surconsommation. Et là où c'est important, c'est de se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, on peut le faire technologiquement, c'est très bien, tant mieux, mais est-ce qu'on peut pas faire autrement? Et notamment, par rapport aux entreprises, dans certains cas, on peut se dire, mais la fibre optique, c'est beaucoup plus performant, c'est encore plus rapide que la 5G, et ça ne demande pas tous ces développements-là. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, on est très fort dans le discours. Si, par exemple, Bruxelles ne passe pas à la 5G, les entreprises vont être en retard. Il y a des entreprises qui vont partir parce qu'il n'y a pas la 5G. Donc, il y a un peu un chantage comme ça à la surenchère technologique. Mais pour le consommateur, il y a vraiment très peu d'intérêt. Oui, mis à part les conséquences sur la santé. Alors, ça, c'est on va dire, une grosse source de questionnement sur laquelle je suis pas à l'aise de répondre parce que je connais pas suffisamment bien. Par contre, à Bruxelles, en tout cas, il y a tout un groupe qui s'appelle Gronde, avec des scientifiques aussi qui étudient la question. Et donc là, eux peuvent répondre de manière beaucoup plus nuancée et peut-être argumenter à tous ces questionnements-là. Moi, je peux pas dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau, par contre, utilisation, déjà maintenant, de tout ce qui est appareil, il y a des choses qui sont évidentes. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question des ondes et des antennes, surtout si on est en pleine ville, où on baigne de toute façon dans les ondes. C'est vrai que si je regarde le nombre de Wi-Fi, il doit y en avoir quelques-uns, et donc c'est difficile d'être complètement en dehors. Mais il y a des choses qui sont évidentes, c'est que par exemple, si je téléphone pendant 20 minutes comme ça avec le téléphone à l'oreille, là, l'impact, il est établi et on peut même mesurer qu'il y a un échauffement des tissus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des normes aussi pour les téléphones. Et quand vous achetez un téléphone, eh bien, il y a la SAR ou la DAS, c'est ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. C'est en fait la quantité d'énergie que vous allez absorber en téléphonant. Et donc déjà, une première chose, c'est de prendre un téléphone qui a une petite DAS. C'est obligatoirement affiché. Normalement, ça doit être sur l'étiquette dans le magasin. Et donc, quand on dit une petite DAS, on va dire qu'il y en a qui sont à 2, alors ce sont des watts par kilo de chair. Et il y en a qui sont à moins de 1. Et il y en a certains où on voit que c'est classe A et d'autres où c'est classe plus basse. Donc ça, c'est quelque chose qui est indiqué et qui est mesuré. Donc déjà, quand on choisit l'appareil, on peut choisir un qui a une plus petite, qui va émettre moins d'énergie à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est l'utilisation, évidemment. Si on téléphone beaucoup, parce qu'il y a des métiers où on téléphone beaucoup, là, c'est l'oreillette obligatoirement, parce que sinon, sans se rendre compte, on se prend vraiment là une grosse quantité. Et l'oreillette. Oui, ça toujours, parce qu'on a vraiment, c'est vraiment une question de proximité. Et en fait, les ondes, l'effet des ondes, c'est toujours, en gros, dès qu'on s'éloigne, l'effet diminue comme le carré de la distance. Donc, si je mesure, imaginons ici mon appareil, si je mesure les ondes qui sont ici à 3 cm, que je m'éloigne d'un mètre, ça va vraiment diminuer tout de suite. Et donc, la première chose, c'est vraiment l'éloignement prudent. Voilà. Et l'autre chose aussi, par rapport aux ondes, c'est quand on utilise le Wi-Fi, c'est le couper la nuit pour pas être dans les ondes pour rien. C'est des petites choses qu'on peut faire très concrètement, quoi. Ces ondes, en fait, ce sont des ondes. Est-ce que ça a un rapport avec les magnétiques? Oui, ce sont des ondes électromagnétiques complètement, oui. Ouais. Mais c'est pour ça, là, j'ai pas suffisamment de maîtrise de la question pour vous expliquer un peu voilà, pour vraiment entrer dans les ondes. Simplement, avec la 5G, on va utiliser d'autres fréquences qui sont peu utilisées jusqu'à présent et dont on ne connaît pas vraiment les effets. Mais ce
ce groupe-là, je pense que c'est une bonne source d'information pour les personnes qui s'intéressent. Et alors, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont hypersensibles et qui, si elles entrent dans un endroit où simplement il y a des GSM, elles vont se sentir mal. Et ça, c'est une réalité. Mais ça concerne quelques personnes, mais c'est un peu les canaries modernes où, en fait, on peut se dire, si ça a des effets sur ces personnes-là, ça a peut-être des effets sur tout le monde. Mais évidemment, ce sont des choses à long terme. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que la technologie va plus vite que la science ou quelque chose comme ça, dans la mesure où, oui, ça prend longtemps pour tester, pour vraiment voir les effets, et qu'en attendant, on trépigne de passer à la technologie suivante. Voilà. Donc, ici, pour rester dans le thème, je vais refermer la parenthèse de la 5G. Simplement, ce qu'on peut retenir, c'est que avec la 5G, c'est un des éléments qui font qu'on va augmenter l'impact du numérique à cause des données, mais aussi à cause du nombre d'appareils qui vont permettre d'aller sur Internet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Internet des objets? L'Internet des objets, c'est en fait, c'est justement, classiquement, on utilise des appareils comme ça pour aller sur Internet, mais on peut imaginer que pas spécialement en 3D, mais ça, en fait, c'est tous des appareils qui peuvent communiquer avec Internet. Ça peut être une poubelle connectée, ça peut être un bracelet de santé, Connecté. le frigo connecté. La maison connectée, la voiture connectée. Voilà, exactement. Bientôt en fait, le micro-ondes connecté aussi. Voilà, exactement. Et en fait, Faut savoir à quel degré est cuite votre est grillée la tranche. Exactement, c'est vraiment ça. Alors c'est vrai que le frigo connecté, connecté, il est magnifique parce qu'il permet de voir à distance ce qu'il y a dans son frigo. Vous imaginez, vous êtes au magasin et vous savez plus si vous avez du beurre ou pas, mais il suffit de regarder sur le smartphone. Ouais, j'ai vu aussi qu'il y a des frigos qui commandent pour vous, donc ils calculent. Ah bah oui. Et ils passent commande sur Internet et vous recevez la facture. Voilà, c'est pas mal, hein. c'est parce qu'on est trop, c'est trop plus de fatigant lait, de faire soi-même sa liste de courses. De plus en plus, on s'habitue aux voitures qui ont un écran de plus en plus grand, alors beaucoup pour le GPS et tout ça, mais de plus en plus, on trouve des voitures où on peut voir des films, faire des jeux. Donc, voilà. Alors normalement, ça se désactive en conduisant, mais ça devient bouchons. Enfin, ou plutôt, il y a tellement de voitures, donc il y a tellement de bouchons, donc regarder un petit film de temps en temps, pourquoi pas, quoi. Pardon? J'ai pas entendu. Ah, pas encore. Pas encore. Bientôt les voitures volantes, voilà. Connectées avec des films. Alors justement, on parle de plus en plus de voitures autonomes. Alors, pour le moment, les voitures autonomes qui circulent, en tout cas en Belgique, ce sont des voitures qui ont certaines fonctions d'autonomie. Par exemple, dans les bouchons, plutôt que de devoir chaque fois s'arrêter, freiner et être attentif, la voiture peut le faire toute seule. Ça, c'est un progrès aussi incroyable, hein, de pouvoir du coup faire autre chose que de devoir sauver la circulation. Et pour que les voitures soient complètement autonomes, là, il faut qu'elles soient en communication constante avec des infrastructures. Et donc, une des raisons pour lesquelles on a envie de développer la 5G, c'est ça, c'est qu'on puisse avoir des voitures autonomes, parce que c'est tellement fabuleux. Et des humains autonomes en a 5 ans. C'est ça. Voilà. Alors par contre, il y a plein d'autres applications, comme par exemple, on a des poubelles connectées qui envoient un signal quand elles sont pleines pour pouvoir les vider. Parfois, ça peut être positif, parfois c'est gadget, ça dépend un peu. Ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, il y a un développement, on va dire tout azimut d'objets connectés. D'accord, mais tout ça, l'éthique dans tout ça, elle est où? Parce qu'il n'est pas possible. C'est une bonne question finalement. C'est quoi le choix de société? C'est quoi les besoins? Est-ce qu'on a besoin de ça ou bien est-ce qu'on a plutôt besoin d'autre chose? Et alors, pour continuer dans le tableau, on a aussi de plus en plus des assistants vocaux. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être habitué à aller sur un moteur de recherche, à taper votre requête, mais de plus en plus, on développe des trucs à la voix plutôt que d'écrire. On va dire
trouve-moi le chemin pour aller aux Wheels ou pour aller au Brass. Et l'assistant vocal va vous dire, va rechercher sur la base de données, vous dire le truc. Et donc, de plus en plus, on a des assistants comme ça qui permettent aussi, par exemple, avec une maison connectée, de dire allume la lumière, éteins la radio, fais-moi un café. Donc, ce sont tous des appareils qui sont prévus pour communiquer via Internet, être automatisés. Et l'idée, c'est de faciliter la vie, mais c'est pas spécialement un plus, dans le sens que c'est pas un progrès pour l'humain, mais c'est juste technologiquement, c'est amusant à faire, mais l'utilité, on se pose pas tellement la question. Et la photo au milieu, là, c'est une poubelle connectée, ça? Oui, ça c'est à Bruxelles. Hein, vous voyez le piétonnier là, avec les petits pavés. Et ça sert à quoi, ça? C'est simplement une poubelle qui va envoyer un signal quand elle est remplie, et donc ça veut dire que les employés, les ouvriers, quand ils doivent la vider, ils savent directement où aller. C'est vraiment une poubelle. Ah oui, c'est une poubelle. Hein. Alors c'est une poubelle solaire aussi. Il y a des petits panneaux solaires, comme ça elle est autonome. Je crois que ça coûte très cher, mais voilà. Oui, c'est aussi comme on appelle ça, une collecte de canettes. Et il y a une collecte et puis quand on met la canette vide dans dans le récipient, on va dire. Oui, voilà, dans le récipient, on reçoit un ticket qui a une valeur d'argent, quoi. Ouais. Mais après, on ne sait pas quoi faire avec. Le ticket lui-même, il est connecté, du coup. Non, du coup, on ne sait pas quoi faire avec le ticket. Ah oui, ça je sais pas, mais je sais pas. Il y a encore cette expérience à Bruxelles. Ouais. L'idée de, parce que ça c'est une vieille idée justement de. Alors il y a la question de la consigne, de consigner les canettes ou d'inciter à ramasser des canettes. Ça c'est pas mal. Je sais qu'il y a eu des expérimentations à Bruxelles, qu'à certains endroits ça s'est arrêté. Je sais pas exactement. En tout cas, ça s'est pas traduit en loi ou ça, je sais pas précisément. Mais bon, là c'est un autre domaine qui est moins dans le connecté. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dire que ça va, on va de plus en plus vers ça, et ça explique pourquoi finalement cette consommation de données va augmenter. Si j'avais une autre petite image qui montrait cette évolution avec les différentes générations de portables. Vous voyez qu'avec la 4G, on est à presque 20 mégabits par seconde. Donc, si on veut télécharger une vidéo de 1 giga, ça prend 7 minutes. Je trouve ça quand même assez rapide. Hein. Mais avec la 5G, on est à moins d'1 minute. Et donc, on facilite l'utilisation de données et on généralise. Et donc, là, on aura une explosion des données. Et pour comparer avec autre chose, eh bien là, on a une voiture autonome. Et la voiture autonome, c'est une voiture qui va générer énormément de données. Et ça, ce sont des chiffres d'Intel. Eh bien, ils considèrent qu'une voiture pourrait générer jusqu'à 400 gigas par jour. Et donc, 400 gigas, si vous utilisez des DVD, c'est à peu près l'équivalent de 500 DVD. Imaginez la quantité de données. Ça existe encore, les DVD? C'est vrai que ça devient rare. Voilà, donc tout ça pour dire ça pour donner un peu des ordres de grandeur. Parce que 4000 gigas de données, mais donc c'est des données d'enregistrement, donc j'imagine de parcours, les caméras de recul et tout ça. Oui, c'est ça. Quoi c'est ça. Donc ici, par exemple, on a. Ils stockent ça? Alors, c'est pas spécialement stocké, mais en tout cas, ça doit, c'est généré, donc ça doit être traité quelque part. C'est-à-dire que alors, je sais pas exactement ce qui est stocké, hein, mais donc l'idée c'est que la voiture qui circule, elle a tous ses capteurs. Donc il y a un radar, il y a un sonar, un GPS, tout ça, et en gros toutes ces données, elles sont remises à jour tous les quarts de seconde. Elles sont analysées aussi. J'imagine qu'on analyse les parcours des gens. Alors il y a des choses qui sont analysées, qui sont sans doute stockées, mais après je pense pas que les données instantanées soient spécialement stockées. Mais en attendant, elles sont générées, donc elles doivent être traitées quelque part. Ouais. Après, c'est juste pour donner une idée simplement de cette utilisation de données. Pourquoi est-ce que finalement on va vers une augmentation de l'impact du numérique? Parce qu'on va de plus en plus généraliser. Voilà.
Ah, les pubs. On va en parler des pubs. Parce que est-ce que vous avez des questions ici sur un peu le constat? Sinon, on va. J'allais justement poser la question. On va terminer par les pubs. Est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ce qui a été dit, un discours à faire, une déclaration? Non, peut-être. Ah. Vous avez montré au début sur l'extraction des ressources, vous voyez que c'était en augmentation. Est-ce que ça prenait en compte du coup ce chemin de développement encore plus d'objets intelligents et tout ça, ou est-ce que ça se rajoute encore en plus des prévisions? Alors, donc toujours dans le même rapport hein, de Shift Project, c'est effectivement pris en compte. Et ici, ce qu'on voit, c'est finalement le développement des objets connectés. Si vous voyez, en 2014, on est en dessous de 200 millions d'objets connectés. Et là, en 2019, on est à 1800. On a fait pratiquement fois 10. Et donc, oui, c'est pris en compte. C'est un peu l'intérêt de ce rapport, c'est que ça prend plein d'aspects en vue, ça agrège pas mal. Et il y a une continuité, il y a des groupes de travail qui sont aussi formés sur certains aspects, et je suppose qu'il y aura aussi des actualisations parce qu'évidemment les choses évoluent d'une certaine façon. Donc oui, c'est vraiment tout compris. Alors juste pour la publicité, ça j'avais alors ici. Ah oui, juste, je vais répondre à la question sur les vidéos par rapport au volume de données. Donc ça, c'est un autre rapport de Shift qui était sorti en 2019, qui s'était intéressé au poids des données sur Internet. Ce que vous voyez sur le camembert là-bas, c'est, on va dire, c'est la consommation globale de données. La zone en gris, ce sont les usages hors vidéo, tout ce qui n'est pas vidéo, les mails, les recherches sur Internet, tout ça. En orange, ce sont les vidéos en ligne. En brun, ce sont les autres vidéos. Et donc, on voit que la vidéo, globalement, c'est 80% du volume de données. Et la vidéo en ligne, 60%. Quand on regarde ce que c'est la vidéo en ligne, c'est beaucoup vidéo à la demande. Donc, ce qu'on appelle la VOD, ça c'est, on l'avait dit, à Netflix, c'est un des principaux. La pornographie, les tubes, c'est toutes les petites vidéos sur YouTube. Et les autres, ça c'est par exemple quand on va sur un réseau social et qu'il y a une vidéo qui se lance, ça fait partie de ça. Et ils sont arrivés à la conclusion que en 2018, cette partie-là, toutes les vidéos en ligne, les émissions, c'est équivalent aux émissions de l'Espagne. Donc ce sont des chiffres vraiment considérables, sachant que tout ça va aller en augmentant. C'est un peu inévitable. Et parfois la question qu'on pose, c'est oui, mais avec le confinement, comme on a fait beaucoup de Zoom et de choses comme ça, oui, la consommation a augmenté, donc la consommation vidéo a augmenté, sachant que globalement, l'impact reste quand même toujours sur la fabrication des appareils. Donc, si on n'a pas été se suréquiper, acheter une deuxième télé, un deuxième ordinateur, l'impact reste quand même mesuré. Et par rapport il y avait la question de la définition des vidéos. C'est aussi un impact important. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé quand vous allez sur YouTube ou sur un équivalent, vous pouvez choisir la définition. Alors, on a souvent des définitions de 480 à 720. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le poids, ce que ça a comme impact sur le poids. Et donc, si je prends une vidéo de 360, donc c'est pas une très bonne définition, hein, ben, pour un film de 1h30, ça va faire 675 mégas. Si je prends une définition 2 fois meilleure, à 720, eh bien là, on est à 3,4 gigas. Et donc, l'idée,
c'est de choisir une définition moyenne qui est satisfaisante. Hein. Il faut pas non plus enfin, on va pas non plus regarder un film ou une émission où on voit pas bien les choses, mais qui soit juste bien, qui soit suffisante. Parce que si par exemple on règle son lecteur par défaut en HD, ben on va chaque fois recevoir la meilleure qualité. Mais si on fait autre chose en même temps, si c'est un truc qui tourne en arrière-plan, c'est pas spécialement nécessaire. Et là, les quantités de données sont importantes. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il fallait effacer les mails, hein, que la boîte mail pesait beaucoup. Mais ici, on parle de gigas. Une boîte mail, ça dépend ce qu'on va mettre dedans, mais on peut, pour toute la boîte, être peut-être à 5 gigas, avec 10 000 mails dedans. Donc, oui, c'est effectivement important d'effacer les vieux mails, les gros mails, et de désinscrire de choses. Mais par rapport au volume de données, ça reste quand même relativement petit par rapport à la vidéo. Donc, de nouveau, c'est pour pas se tromper de priorité. C'est-à-dire que si vous faut 3 heures pour effacer votre boîte mail, bah, ça va être un gros effort, alors que peut-être que pour régler votre lecteur de vidéo, bah, ça va prendre 2 clics. Voilà, c'est un peu les 2 choses à faire. On peut aussi utiliser... Pardon? Ah, je sais pas, je sais pas du tout. C'est en fait, sur Google, ils donnent enfin sur YouTube, qui appartient à Google forcément, ils donnent des conseils pour choisir la résolution. Et donc c'est vrai que tantôt je disais, celui qui produit les vidéos, il y a plusieurs techniques de compression, de sortie, qui font qu'on peut avoir plus ou moins un gros poids sur le résultat final. Et dans les tutos de YouTube, ils donnent des informations. Mais ça, c'est vraiment pour les producteurs de vidéos. Et alors, par rapport à la pub, bon, on pourrait faire une soirée juste sur la pub, mais par rapport à Internet, quand on va sur Internet, la pub représente un volume important du trafic. Et donc la chose facile à faire, c'est de mettre des bloqueurs de pub. Je ne sais pas si vous connaissez un des deux. C'est les 2 fréquents, c'est uBlock Origin ou bien AdBlock Plus. Et en fait, ce que ces bloqueurs font, c'est ils empêchent le chargement de certains types d'informations. Et donc, bah, un truc banal, je vais sur un site d'information. Si j'ai la pub, ben, ça occupe la moitié de l'espace. Et surtout, ça augmente le poids de la page. Ici, sans la pub, la page fait, on va dire, 2 mégas. Avec la pub, elle fait 6 mégas. La page va être 3 fois plus lourde. Alors, ça, c'est vraiment comment dire, c'est l'utilisation d'un site. Et donc, si moi, par exemple, je suis beaucoup sur Internet, donc je vais aller beaucoup sur plein de sites. Si chaque fois j'ai de la pub qui se charge, c'est toutes des données qui sont chargées pour rien, bon, qui prennent l'attention, mais c'est surtout du trafic Internet pour rien. Et donc là, avec des petits logiciels, on peut facilement bloquer ça. Aussi les pubs vidéo. Donc si je veux regarder une émission sur la RTB par exemple et que j'ai mon bloqueur de pub, ben j'aurai pas ces pubs avant chaque émission, et c'est de nouveau, c'est assez agaçant d'avoir toujours les mêmes pubs, et en plus, c'est du trafic pour rien. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire. Ça existe pour les smartphones? Parce que sur un ordinateur, ça va, mais sur le smartphone, par exemple? Eh bien, j'ai jamais regardé parce que je trouve que enfin après, ça dépend un peu de l'utilisation, mais sur mon smartphone, j'ai relativement peu de pubs. Mais c'est vrai que ça dépend. Mais Si on c'est regarde possible. un article, ou si on va sur Internet sur son smartphone, ou si on va sur YouTube, par exemple. Ah ouais, Bah sur. ouais, il y Ouais. a les pubs, du coup. Enfin, Ouais. quand j'écoute de la musique sur YouTube, Ouais, ouais. je regarde un clip, bah, j'ai la pub, alors que sur mon ordinateur, je peux éviter. Ah ouais, c'est ça. Eh bien, j'ai jamais Il y en a vérifié. même 2, 3. J'ai jamais vérifié parce que j'utilise peu le YouTube là-dessus. C'est une question intéressante à vérifier. Micro d'anal? Ah oui. C'est parce que aussi les usages évoluent. Hein. On est de plus en plus sur le mobile. Et tantôt, je vous parlais d'assistants vocaux. De plus en plus, on va
faire des requêtes vocales. Et on prévoit que dans quelques années, il n'y a plus personne qui va taper sur un clavier pour faire des recherches. Ce sera tout par la voix. Mais bon, on n'y est pas encore. On termine là-dessus? Oui, en tout cas, si jamais, parce que vous voyez, il y avait d'autres contenus, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas peut-être à laisser votre adresse mail. Je peux vous envoyer. Ça va faire quelques mégas, mais j'espère intéressant. Oui, il y a plusieurs pages que tu n'as pas montrées encore. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a toujours un peu trop. Je vais juste aussi vous laisser ici mes coordonnées. Donc voilà, c'est EcoConso. On a un compte Facebook et on est sur Twitter. Et l'adresse mail, on a un service d'information, c'est info@ecoconso.be. Là, vous pouvez poser toutes vos questions en environnement, sur la santé, sur le numérique, sur les déchets, sur l'alimentation. Et on vous répond. Et parfois, c'est simplement renseigner des acteurs qui sont... parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans tous les domaines. Et voilà, notre métier, c'est de répondre aussi aux questions justement qu'on nous pose, d'essayer d'encourager les consommateurs qui veulent trouver des solutions concrètes et aller plus loin dans leur démarche. Merci pour votre attention et des questions. Donc, j'en profite. Voilà. Je voulais savoir les autres moteurs de recherche de Google. Donc, il y a Ecosia, il y a Lilo, je crois. Il y en a plusieurs. Ecosia, Lilo, oui. Oui, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres. Qu'est-ce que vous pensez quel est vraiment l'impact de ces... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est équitable? J'ai une réponse là-dessus. Je crois que Ecosia, en fait, ils utilisent le moteur de recherche de Yahoo Bing. Ou de Bing, ouais, voilà. Bing. Et alors, Ecosia, en fait, l'astuce, c'est qu'ils utilisent ils utilisent la base de données. Mais en fait, c'est mieux parce que Ecosia, leur job, c'est de planter des arbres à chaque fois que vous faites... Non, c'est pas ça, un truc comme ça. Ils plantent des arbres à chaque fois que vous faites des recherches. Ils le font, mais le moteur de recherche qu'ils utilisent, c'est Bing, et c'est un truc qui demande qui génère aussi autant de recherches, autant de données, etc., etc. Mais oui, ils le font, ouais. Après, il y a, pardon, excuse-moi. Non, aucun problème. Après, il y a d'autres moteurs de recherche, mais évidemment, en fait, comment dire ça, il y a des autres moteurs de recherche, ou des applications qui sont gratuites et qui sont moins polluantes, ok, en termes d'émissions, en termes de base de données, etc., etc. Mais aussi, du coup, forcément, moins performantes. Parce que Google, c'est énorme, ok, et ils ont voilà, pour la peine, ils ont un réseau vraiment gigantesque. Et du coup, l'information, quand vous cherchez dans Google, vous avez beaucoup plus, c'est beaucoup plus fiable, on va dire, en termes de recherche. Oui, en termes d'efficacité, voilà, c'est là où je veux en venir. Mais il y a... Je me demandais si vraiment ces moteurs de recherche alternatifs, si c'était vraiment vrai en fait, si on pouvait vérifier le plantage d'arbres à chaque clic. Ouais. Si c'est une graine, faire un blanc, je sais pas. J'imagine qu'il y a des gens qui ont vérifié, ouais. J'imagine quand même que voilà, ils peuvent pas. Enfin, ça serait quand même fou de faire un tel plan de com s'ils le font pas derrière, quoi. Voilà, sur Ecosia, on peut en tout cas avoir les documents qui attestent qu'ils ont effectivement payé autant pour des plantations d'arbres. Pour répondre à votre question, au niveau impact numérique, celui-là il va être le même parce qu'en plus ils utilisent les mêmes moteurs de recherche que les autres. Et en fait, l'astuce, c'est que chaque fois que vous allez sur un moteur de recherche, il y a des pubs, et donc ces pubs génèrent de l'argent. Et en fait, ce que ces moteurs de recherche-là vont faire, c'est utiliser cet argent pour en faire quelque chose. Et donc, à partir du moment où on va d'office sur Internet, on va d'office chercher des choses, on va d'office utiliser ces moteurs, autant que ce soit avec un impact positif. Et donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Et donc, Ecosia plante des arbres. Lilo, ce qu'ils font, c'est chaque fois que vous allez sur un moteur de recherche, enfin, que vous faites une recherche sur Lilo, vous recevez des gouttes qui sont comment est-ce qu'on dit, virtuelles. Et ces gouttes, vous pouvez les attribuer à des associations soutenues par Lilo. Et là, avec de l'argent réel. Et donc, par exemple, c'est français, hein, donc il y a quelques associations en Belgique. Et par exemple, là, c'est le réseau des consommateurs responsables. Bon, ça été l'année passée. Voilà, ils avaient gagné 200 € grâce à Lilo.
Avec des Mais il y en a, oui, grâce au goût de Lilo, il y a d'autres organismes qui vont gagner des milliers d'euros. Donc, c'est vrai que c'est intéressant que autant, puisque cet argent de toute façon de publicitaire est généré, autant qu'il serve à quelque chose de chouette, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont quand même l'argent ou est-ce qu'ils savent que vous ne regardez pas cette pub? Ah, c'est une bonne question. Juste, en effet, si vous voyez ici, je vous ai mis en fait tous ces moteurs de recherche alternatifs et AdBlock, ça fonctionne comme des petits modules qui s'ajoutent au navigateur, qu'on peut installer, activer, désactiver. Et donc, on peut très bien avoir tous ces trucs qui sont activés. Et je dois vous avouer que j'ai pas vérifié. Oui. Ouais, si tu bloques les pubs ne sont pas comptées comme vues, en fait. C'est très simple. Parce que c'est logique. Il y a plusieurs sites qui vous l'indiquent, qui vous disent très clairement, si vous bloquez les publicités, on peut pas être financé, et donc on vous bloque l'accès. Vous voyez, parfois il y a des sites qui vous bloquent l'accès parce qu'ils ont repéré que vous aviez un bloqueur de publicité. Ok ? Et effectivement, donc vous avez raison. La publicité, tant qu'elle n'a pas atteint son but, tant qu'elle n'a pas été vue, eh ben, elle ne rapporte rien. Et du coup, c'est pour ça que les publicitaires et tous les sites essayent de passer outre AdBlock, etc., etc. Mais il y a un truc aussi à savoir, mais c'est pas le sujet, mais il y a plusieurs versions de AdBlock ou d'autres add-ons comme ça, d'autres applications comme ça, qui ont fait parler d'elles parce que en fait, elles ont été comment dire ça? Elles ont fait des petites magouilles pour faire passer quand même certaines publicités, histoire de gagner un peu d'argent. Et du coup, il y avait tout un business comme ça où en fait ils menaçaient du coup certaines firmes de bloquer leurs pubs, mais pas d'autres, pour gagner de l'argent. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on se fait avoir aussi. Oui, mais AdBlock d'ailleurs est concerné. Effectivement, il passe des accords avec certains gros et Ouais. tout à fait, c'est vrai. C'est pas infaillible. Et donc oui, vous avez raison. C'est vrai que si on utilise Lilo ou Ecosia, il faut pas bloquer les pubs. Il faut que votre appareil lise la publicité. Merci Jonas. Alors, on a aujourd'hui répondu à la question Internet est-il vert? On a vu que effectivement Internet n'est pas vert à partir du moment où c'est une action humaine qui a un impact écologique grandissant, d'autant plus. Dans le petit flyer qu'il y a devant vous, il y a les prochaines rencontres. La prochaine, c'est Fortnite va-t-il détruire le monde? Donc c'est un jeu vidéo, on en parlait avec vous tout à l'heure. Mais il y a aussi, et surtout, peut-être que ça peut vous intéresser, le 26 mai, peut-on vivre sans numérique? C'est essayer de savoir les pistes pour détourner notre activité numérique en général. Merci Jonas. Je pense qu'on peut applaudir Jonas. Merci. Et merci pour votre écoute. À bientôt.